Sur les bords de l'océan Atlantique, tel un homme, se dresse un petit pays grand de 115 000 km² environ et peuplé selon le recensement de 2003 de quelques 7 millions d'habitants. C'est le Bénin, pays de contraste tant au niveau climatique, géologique, économique, politique que culturel. C'est un pays au passé glorieux et tumultueux, au présent discret et stable, et à l'avenir prometteur, qui dévoile ici sa zone côtière, ensemble de marécages et de cordons lagunaires sablonneux. C'est sur un de ces étangs que flotte Ganvié, la cité lacustre du Bénin, l'unique de l'Afrique. Au XIXe siècle, les rois du puissant royaume d'Abomey n'avaient qu'un objectif, étendre leur juridiction. Aussi déclenchaient-ils des guerres d'expansion et de razzia. Fuyant celles-ci, les ancêtres de ces populations lacustres ont trouvé refuge ici. Ils s'y sont définitivement installés, l'ennemi ayant une peur bleue de l'eau. C'est ainsi qu'est née la Venise de l'Afrique, dont l'une des principales curiosités est le marché flottant. Au lieu d'un marché classique, c'est plutôt un point de vente qui pourrait s'appeler « Tout pour la cuisine locale ». Dans ce village d'évasion et de rêve, les habitants savent joindre l'utile à l'agréable. Des cadres de séjour sont aménagés pour offrir aux visiteurs le plaisir de cette berceuse hydrique qui, bon an mal an, accompagne leur nuit. Quand l'horizon engloutit le soleil et que la nuit couvre de son voile obscur cette cité, les amoureux se glissent dans ce couloir qui est le leur pour se passer des mots doux. C'est la seule rue des amoureux du Bénin. Autour de Ganvié gravitent 6 autres agglomérations. On estime à 218 km² la surface habitée et à 80 000 le nombre de personnes vivant sur cette aire. Entre l'eau et ses occupants, c'est une véritable union sacrée que la crue n'arrive jamais à défaire. Car ici, on est respectueux des alliances. Mieux, on sait qu'on se marie surtout pour le pire. À 30 km au sud de Ganvié, toujours dans le même climat chaud et humide, Cotonou, la métropole du Bénin, impose son décor. Plus de 60% de l'activité économique nationale se brasse dans cette ville, siège du pouvoir temporaire, de la quasi-totalité des institutions de la République, des ambassades et autres organisations internationales accréditées au Bénin. La création de Cotonou remonte au XVIIe siècle, mais c'est vers la fin du XIXe siècle qu'elle prendra son essor avec la construction du wharf. Le siècle suivant consacrera définitivement la suprématie de cette ville sur Porto-Novo, pourtant capitale du Bénin. Le chemin de fer, le port et l'aéroport en seront les facteurs déterminants et feront de Cotonou la vitrine de ce petit pays à l'histoire politique très mouvementée. De 1960, année de son accession à l'indépendance, à 1972, le Bénin a connu 6 coups d'État militaires et une dizaine de chefs d'État. Triste record, certes, mais qui traduirait, selon certains, l'esprit critique, imperceptible et contestataire des Dahoméens, devenus béninois en 1975, sous le régime révolutionnaire marxiste-léniniste. Des symboles de ce passé récent sont encore là pour rappeler que non seulement le vent de l'Est a soufflé sur le quartier latin de l'Afrique, mais qu'il a attiré sur lui la foudre des mercenaires. C'était le 16 janvier 1977. Des Béninois ont payé de leur vie cette agression. Ce monument, baptisé Place des Martyrs, puis rebaptisé Place du Souvenir lors des assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, leur est dédié.
Grand Popo, ville balnéaire, est à moins de 100 km au sud-ouest de Cotonou. C'est ici que l'Occident a eu son premier contact avec le Bénin. Ce village de pêcheurs a connu son heure de gloire et de prospérité autour des années 1800. À cette époque, Danois, Anglais, Hollandais et Portugais y avaient leurs comptoirs, lesquels ont tous été engloutis par la mer. En dépit de cette gloire perdue, Grand Popo demeure l'une des villes les plus charmantes et les plus fascinantes du Bénin. Grand Popo, c'est la vie entre deux eaux, la mer et le fleuve. Entre le bruit de la première et la douceur du second, s'étire une bande de terre de sable fin, parsemée de coquillages, sur laquelle vit une partie du peuple Popo. Les îles et presqu'îles abritent le reste. À la Pentecôte, tous se retrouvent avec ceux de la diaspora pour célébrer le Novitcha, leur plus grande fête. Le Novitcha est un grand moment de retrouvailles dans l'union, le pardon, le partage et le développement. En 2000, l'association Novitcha a fêté ses 80 ans. C'est le seul masque typiquement béninois. On l'appelle Zangbeto, ce qui signifie le chasseur de nuit. Créé par le premier roi de Porte-Novo pour jouer le rôle de police nocturne. À l'origine, il ne sortait que la nuit et n'avait aucun accoutrement. La sortie en plein jour du masque est née de la pression des femmes, bien que le Zangbeto soit exclusivement une affaire d'hommes. Au commencement, quand le Zangbeto sortait, les lumières s'éteignaient et les femmes s'enfermaient, car il leur était formellement interdit de voir ce policier censé assurer leur sécurité. Dans la foulée, il était fait obligation aux femmes de magnifier cette police. Indignées, elles ont, avant toute chose, voulu voir et connaître l'objet de leur adoration. Pour ne pas paraître ridicule, les dépositaires du Zangbeto ont accédé à leur demande et le policier est apparu dans cet uniforme de paille. Celui-ci est le Pakliao. C'est l'ancêtre du Zangbeto,
Le seul, l'unique. On ne le trouve qu'à Porto Novo. Supplanté dans sa fonction première par la police et la gendarmerie, le Zangwetos emploie de nos jours beaucoup plus à rehausser l'éclat des manifestations et autres cérémonies de réjouissance de son impressionnante toge qui cache plus d'un mystère. On se demande toujours ce qui s'y loge. Voilà qui nous introduit dans l'univers royal de Porto Novo. Ces femmes sont des reines et des épouses des frères du roi. La tradition exige que ce rythme appelé adjogan soit exécuté exclusivement par elles. Le adjogan a été joué pour la première fois au XVIIIe siècle sous le règne du roi Degbenhon de Porto Novo. Il s'exécute lors des fêtes royales ou de réjouissance ou quand Sa Majesté reçoit un hôte de marque. De tous les rois de Porto Novo, Tofa Ier a été le plus célèbre. C'est lui qui a conduit son royaume vers la modernité.
était une fois une ville, Porto Novo, dont le royaume a connu un passé glorieux. Son fondateur, Te Agbanli, fils de Kokpon, qui régna sur le royaume d'Alada vers l'an 1600, arriva en 1688 suite à des rivalités familiales au village d'Akron, dont l'origine remonte à un passé très lointain. Selon la légende, 3 chasseurs célèbres venus du Nigeria auraient découvert sur les lieux, il y a près de 400 ans, une termitière d'où émergea un génie à 9 têtes. Aujourd'hui, à l'endroit où s'édifia la ville de Porto Novo, au bord de l'étang Abori Messan Adjaga, le dieu des 3 chasseurs, se perpétue le culte de ces temps anciens. Comme dans toute société organisée, le royaume de Porto Novo a eu des rois illustres qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de leur pays. Les vestiges de ce passé glorieux sont encore présents. Tuniques richement brodées ayant appartenu au roi Tofa, aiguières soigneusement décorées que l'on utilisait à la cour. Du palais royal, le musée ethnographique de Porto Novo conserve aussi les portes sculptées. Pour les lire, le conservateur Adamo Haïdi nous livre quelques clés. Les figurines traduisent la vie politique, sociale, économique et culturelle du roi. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu toutes les explications sur ces sculptures. Le dernier chef supérieur qui est décédé en 1976 était le seul chef supérieur qui était en train de nous traduire les figurines, mais malheureusement il n'avait pas fini avant sa mort. Cependant, alors, nous avons certaines explications. L'escargot, c'est le symbole de la patience, qui va lentement, va sûrement. Ça veut dire que le roi doit mener sa politique dans la patience et pour mieux diriger la population. Alors là, le pied et la main, le roi voudrait dire que nul ne peut rester chez soi et tendre la main pour obtenir quelque chose. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous marchez sur vos pieds, vous arrivez chez lui, vous tapez à la porte et il vous serre. La tortue, le roi Tofa veut dire que la tortue est le symbole de l'invulnérabilité. Alors là, tant qu'il vit, l'ennemi ne peut jamais mettre la main sur son royaume. Et la carapace qui protège la tortue, c'est lui, le roi Tofa, sur son royaume. Les lézards, le roi Tofa voudrait dire que le lézard, c'est le symbole de l'unité. Quand il y a fente dans le mur, le lézard peut se cacher dedans. Alors, quand il n'y a pas de fente, le lézard ne peut pas se cacher. Donc, dans le royaume, restons unis pour que l'ennemi ne puisse pas trouver place parmi nous. C'est le symbole de l'unité. Le canard, le roi Tofa voudrait dire, le canard, le symbole de la sagesse. Il veut dire qu'un canard qui ne sait pas nager ne doit pas se mettre dans l'eau. Ça veut dire que si on n'est pas sûr de vaincre son ennemi, il ne faut pas lui déclarer la guerre. Vous mettre sage. Romain, le palais royal, où 19 rois se sont succédés à la tête du royaume de Porto Novo, garde aussi très jalousement quelques souvenirs de ces temps illustres. Assins, trompes d'ivoire, poteries et calebasses de toutes dimensions qui servaient aux cérémonies royales. Une promenade à travers le palais nous emmène dans la cour sacrée où officiait le féticheur protecteur du palais, au lieu des grandes décisions royales.
Les chambres des rois, devenues sépultures, comme ici, avec la tombe du dernier roi Tofa. L'architecture du palais est d'inspiration portugaise. C'est un navigateur portugais, Eucharistus de Campos, qui, en 1752, baptisa cette ville Porto Novo. Romé est en pleine rénovation, comme nous l'explique le directeur des musées. Cette action a commencé grâce à un effort financier du gouvernement béninois, mais également grâce à un effort de certains organismes internationaux comme la CCT, l'UNESCO, et grâce à l'aide de certains pays amis comme la France. À partir de 1982, nous avons commencé les travaux de restauration, de réhabilitation du palais de Porto Novo, palais qui, ma foi, était dans l'état du palais des reines que vous voyez actuellement ici. Dans cette première partie des travaux, on a repris d'abord les colonnes, on a repris la toiture, on a posé les tôles, et puis quelques travaux sur le plancher, sur les planchers et puis sur les plafonds. Nous envisageons effectivement de reconstruire, de restaurer le palais des reines où nous nous trouvons actuellement. Mais ce travail ne pourra être effectué qu'à moyen terme ou à long terme, parce que en dehors de ce palais, nous avons également d'autres palais, comme le palais du roi de Ketu, le palais du roi de Niki. Nous envisageons de restaurer tous ces palais-là. Romain, aujourd'hui palais rénové, mais hier témoin des fastes de la cour. C'est le descendant des rois d'Alada, Tofa, que nous sommes venus saluer. Descendants, soyez courageux. Nous allons louer le roi Tofa. Tofa, le vaillant. Tofa, le vaillant. Son œuvre fut grandiose, que la terre lui soit légère.
Danino! Plakata muda untuk plakata me poblo wajaka do fakame fakana bajaka vinai. Adeu! Suavezo! Wabewi! Ave papa! Ai jamane! Dina wodiki! Ave wegame! Adeu! Danino! Pode meu wajeba. Nous, les descendants d'Alada, prions pour le roi Tofa. Tofa, ton œuvre fut grande. Tofa, le destin t'a accordé un long règne. Revivre ces images du passé au présent, c'est assurer la sauvegarde des traditions. Le musée joue ce rôle de gardien de toute la collection des objets de culte ayant servi au roi et au peuple. Le musée possède entre autres une collection particulièrement riche d'œuvres sculptées appelées masques Guélédé. Le chef guerrier, le Balogun, a un rôle de protection de la société. Doté de nombreux pouvoirs, il écarte les maléfices. Il est maître de la vie mort. Ondo, symbole mythique du royaume de Pobé. Ce masque sort une fois l'an et son porteur, généralement un vieux, désigné par le Fa, est sûr de ne pas voir celui qui le portera l'année suivante. Effet, masque de nuit, symbolise les mères sorcières. Ce masque sort pendant les périodes de grande calamité pour les conjurer. Les sorcières volent dans la nuit. L'oiseau est leur attribut. Ici,
le serpent boa, appelé Ijonla, symbolise Oshumare, l'arc-en-ciel. Il régit le calendrier des saisons. Culte très vénéré par les ethnies Yoruba et Fon, notamment il porte le nom de Dan à Ilorado. Hilari, messager du roi, son crâne à demi rasé symbolise le calendrier lunaire. Awo Enipe, le prêtre écailleux, rend invulnérable le clan qui le possède. Tchankpanan en Nago ou Sakpata en Fon, c'est le dieu de la variole. Le fumeur de pipe entouré d'une vipère, il connaît les plantes et leurs vertus, même celle qui anéantit le pouvoir du serpent venimeux. Ne cessons pas de chercher pour percer les mystères de la nature. Symbole de solidarité et d'équité, les mangoustes, quand elles chassent, partagent, dit-on, leur proie en parts égales. Si leur nombre excède le nombre de parts, elles abandonnent leur gibier et repartent à la chasse. Ces prêtresses du culte Orichanla collaborent avec les ennemis et livrent les secrets de leur clan, ou ce notable animiste récemment converti à l'islam. Selon le dicton, si tu m'attaques par le cou, je te mordrai la queue. La fouine qui mord un serpent évoque une scène de bagarre entre deux clans adverses. Le musée Centre d'animation pédagogique, c'est là une nouvelle vocation que souhaite donner au musée ethnographique de Porto Novo, une équipe de la direction des musées, monuments et sites que dirige Madame Rachida de Souza, cela à travers la formule « l'école au musée ». Les enfants, vous observez bien ce masque et vous nous dites qu'est-ce que cela représente, quelle scène cela représente. Oui, Nelly? Cela représente qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent. Qui sont ceux qui se battent et ceux qui interviennent? Ce sont les hommes qui se battent et ce sont les femmes qui interviennent. Bon, alors, tu regardes bien les deux femmes et que fait la deuxième femme? La deuxième femme a les mains sur la tête et elle crie « Tchahoho Muaimi ». Et pourquoi crie-t-elle comme ça selon toi? Selon moi, elle crie parce qu'il y a un danger. Bon, alors si nous observons bien, c'est une scène, vous avez dit, de bagarre, donc de dispute. Donc où il y a deux femmes et il y a trois hommes. Tous les hommes se battent? Non. Il y a deux hommes qui se battent. Comment se battent-ils? L'un arrache le fusil de l'autre. Et puis? Et l'autre? Et l'autre prend le couteau pour essayer de... Pour essayer de le tuer. Pour essayer de le tuer. Est-ce qu'il le laisse le tuer? Non. Que fait-il avec sa main? Il cale avec sa main. Donc il cale quoi? Le couteau ou bien le fusil? Il cale le couteau avec sa main. Il cale le couteau avec sa main. Et que fait-il de l'autre main? Il tient une arme. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Il tient le fusil. Il tient le fusil. Est-ce que tu peux faire le geste? Montre-nous comment tu cales avec ta main et puis tu tiens le fusil. Comme ça. Et il tient comme ça. Et il tient comme ça. Alors nous avons vu que chaque masque nous transmet une leçon, nous transmet un message. Regardez bien ce masque. Regardez-le, observez-le. Qu'est-ce qu'il représente? Nelly? Il représente
représente un homme qui grimpe sur le panier. Bien, qui voit autre chose? Que représente ce masque? Qui va nous dire ce qu'il a observé? Qui? Nelly? Cet homme a attaché sa hache sur la corde et grimpe sur un palier. Bien, est-ce qu'il regarde le panier lui-même? Il regarde là où il va? Non, il ne regarde pas là où il va. Dina, pourquoi l'homme ne peut pas tomber? Il ne peut pas tomber parce qu'il a attaché la corde autour de sa taille solidement. L'école doit être liée au musée. Le musée devient un support pédagogique. Ça devient une autre, non pas une institution éducative, mais il peut offrir ce que l'école n'offre pas. L'école a comme support, si vous voulez, la parole, le papier. Donc il y a une transmission écrite, un savoir écrit, alors que le musée enseigne par l'objet, par l'esthétique de l'objet, par la forme de l'objet, et aussi par tout ce que l'objet communique comme message dans la société, et particulièrement à un enfant qui essaye de l'observer, aidé par évidemment ses maîtres et les animateurs qui composent l'équipe. Les jeunes de l'enseignement de base ont manifesté une curiosité et un intérêt très vif à observer les masques. De l'avis de l'instituteur Marc Abour, les objets renfermés dans le musée peuvent servir pédagogiquement à son action d'éducateur. Nous avons été étonnés par leur libre expression, leur puissance d'invention, n'est-ce pas? Alors, les objets du musée, au lieu de nous servir uniquement à faire nos leçons d'histoire, voire de géographie, eh bien, nous pouvons employer les objets du musée pour toutes les disciplines de l'école de base. Par exemple, pour l'expression libre, devant un masque qui transmet un message, l'enfant peut et arrive non seulement à dessiner ce masque, mais à imaginer le message que transmet le masque à l'entourage. L'inquiétude de l'institutrice Marie-Antoinette Rodonou s'est dissipée. En venant ici, j'étais inquiète. Qu'allait-il faire? Quelles seraient les réactions? Mais très tôt, ces inquiétudes ont été dissipées. Nous les avons vus, admirer les masques, et par la suite dessiner, sans explication aucune, participer aux activités, à toute l'animation scolaire, comme s'ils avaient été préparés d'avance. Notre expérience, enfin, peut-être il serait prématuré de dire c'est un succès total, mais pour nous c'est un encouragement, c'est une réussite, parce qu'au cours de l'évaluation, les maîtres nous ont encouragés et ils sont prêts à reprendre l'expérience à la rentrée scolaire. Et nous sommes partis avec l'école de Bégamé comme petit projet pilote, et nous pensons arriver à une extension progressive aux écoles de Porto Novo et aux écoles aussi, pourquoi pas, de Cotonou. Et nous envisageons même d'aller porter l'animation dans les écoles à partir de copies d'objets, porter le musée à l'école. Vous êtes prêts à revenir une prochaine fois? Et je vais demander aux enfants s'ils veulent encore revenir une prochaine fois. On vous demande si vous voulez revenir une prochaine fois. Vous voulez revenir? Oui. Mais parfois, vous voulez revenir? Oui. Oui. Guélédé, dans la société béninoise et particulièrement dans l'ère culturelle Yoruba, Nago et Chabé, ont un rôle très complexe, relié surtout à une cosmogonie religieuse, mais je vais simplifier en expliquant schématiquement le rôle du masque à partir de 3 fonctions. Donc cette fonction fondamentale, la fonction religieuse, qui est donc soutenue à un ensemble de panthéons, et une grande partie du Guélédé est dansée la nuit, par rapport donc à une certaine forme de mystère, puisque la société Guélédé est quand même une société semi-secrète, où les membres sont astreints à un certain secret. Bon, les 2 autres fonctions, si vous voulez, la fonction de médiation, c'est un médiateur de conflit, et à la fois une sorte de contrôle social. Par exemple, le lendemain matin, on a une mascarade de Guélédé qui sortent par couple, et ces Guélédés
permettent de dénoncer un certain nombre de comportements asociaux, comme par exemple le vol, l'adultère et bien d'autres situations qui pourraient nuire à l'intégrité de l'ensemble de la communauté. Enfin, il y a le troisième rôle, si vous voulez, c'est un rôle de communication. Ce rôle de communication donc est très important puisque le Guélédé est une sorte de média un peu traditionnel et qui permet de véhiculer un certain nombre d'événements qui ont marqué toute la vie de la communauté d'une saison à l'autre, puisque le Guélédé est essentiellement dansé après la récolte.
fond des coutumes, des légendes, des dictons et des chants populaires qu'il faut puiser l'essentiel de ce qui fut le substratum de la vie du peuple. Les vieux dépositaires des anciennes traditions se font de plus en plus rares, mais il en reste qui, gardiens de ces traditions, les perpétuent au sein des nouvelles générations.
L'animation reprend sur la lagune et dans la cité aux 3 noms. Adjache pour les Yoruba, Hogbonu pour les Adja, Porto Novo pour les Européens et Afro-Brésiliens. 3 noms, une cité pour la capitale politique du Bénin. Une triple appellation, témoin sonore des influences multiples qui marquent encore la ville. Témoin également de la variété des groupes ethniques qui composent sa population, estimée à quelques 300 000 âmes. Porto Novo, c'est la cité des Ainovi. Porto Novo, c'est là où je suis né, c'est là où je vis, c'est là où je travaille. Porto Novo, c'est une ville qui a une âme, c'est une vraie ville, où il y a beaucoup de révoltes qui ont eu lieu ici à Porto Novo, où les gens résistent, où ils résistent. Et Porto Novo, c'est aussi une ville qui est très riche culturellement, qui est riche en architecture, afro-brésilienne. Porto Novo, c'est une ville extraordinaire. Deux principales légendes caractérisent la cité. La première évoque la fondation de la ville par des chasseurs Yoruba venus du Nigeria. La ville de Porto Novo a été fondée par 3 chasseurs Yoruba venus du Nigeria. Au cours d'une partie de chasse, ils aperçurent soudain un monstre à 9 têtes qui finit par disparaître derrière une termitière. Intrigués, les 3 chasseurs retournèrent chez eux consulter l'oracle. L'oracle leur révéla que l'apparition du monstre était un bon présage. Les 3 chasseurs revinrent donc s'installer au lieu de l'apparition. La termitière devint le premier lieu de culte de la future ville, Adjache. Àwọn Yorùbá ló sì ti wá bí kẹ́mọ́mọ́ 1485 làwọn Yorùbá wá bí 1485 a sì wá gba àwọn Ègùn láyé ń bí ní 1684 200 ans kí tí Àgbọ̀nlé kó tó wá ń sọ pé ó fún òun kóun náà jọba tó yà gbà láyè lẹ́yìn ọdún mẹ́rin wá jẹ́ 1688. La tradition Yoruba n'est pas roi qui veut. Il faut être de la famille royale pour être roi. Il faut être d'une branche royale de la ville pour être roi. Il faut être d'une branche royale du peuple. On est roi d'un peuple. On est roi d'une nation. C'est quand le peuple est grand, quand la nation est grande, et s'éparpille qu'on donne les rois dans différentes contrées. Bien que les livres retiennent la version de l'apparition de monstres à 9 têtes, les populations parlent plutôt d'une maternité à 9 enfants. En faisant des reines-mères, des chefs des cultes vaudous, du patrimoine culturel de la ville de Porto Novo, même au-delà, de New York,
Brésil et Haïti. Elle est majestueusement reine de ce pays, de tous les cultes socio-culturels de la ville de Porto-Novo. C'est une bonne dame, une divinité qui est sortie de la cimetière, qui a fait 9 enfants. Eh bien, on ne peut pas trouver le contraire. Ce qui est écrit, c'est déjà écrit. On ne peut pas aller aux archives pour effacer ça. Et tous ceux qui ont passé ici comme des Européens ont pris tous les mêmes renseignements. Et où on peut changer ça? Je ne peux pas dire le contraire. La seconde légende raconte l'installation des nouveaux venus à Dja. À la suite de disputes de succession au trône, l'un des fils de Te Agbanli dut quitter Alada pour se diriger vers le sud. Arrivé avec sa suite à Adjatché, il demanda un lopin de terre au chef Yoruba de la localité. Celui-ci lui attribua une superficie à peine plus grande qu'une peau d'antilope. Le nouveau venu entreprit de découper la peau d'antilope en fines lamelles, ce qui lui permit de gagner un terrain plus grand. Puis, progressivement et usant toujours de ruse, il finira par s'imposer aux premiers occupants et fonder le royaume de Rogbonu. Dès lors, l'antilope devint le totem de la ville-royaume. La cérémonie d'accueil a eu lieu ici à Sokome. Et à l'occasion de cette cérémonie, une alliance a été conclue entre les deux communautés et on a décidé de construire le temple qui est là. Et ce temple abrite les deux Assanyi, des ancêtres des deux communautés. À l'origine, le vrai Porto Novo se situait à Sémé-Plage. Les Européens avaient créé ce nouveau port pour concurrencer le grand port négrier de Ouida, où les tracasseries des rois d'Abomey et de leurs représentants prenaient de l'ampleur. Sémé-Plage, c'est l'un des plus importants sites de la traite des esclaves dans le golfe du Bénin, ou plus précisément dans ce qui s'appellerait plus tard le royaume de Faboun. Ce port s'est très vite développé et la prospérité y était. Alors, progressivement, le nom de Porto Novo, bien de Porto Novo, a commencé à s'étendre à tout le royaume qui se trouve à l'intérieur. Si bien qu'on finit par dire le royaume de Porto Novo, mais le nom Porto Novo, bien Porto Novo, est parti du port de Sémé où on se trouve présentement. Donc le roi Tofa, qui a construit ce palais à l'époque, avait environ 108 reines. Mais toutes ces reines ne sont pas logées dans le palais royal ici. Elles étaient logées au palais privé du roi. Et elles sont désignées 2 par 2, sous la conduite de la reine-mère, pour venir
servi le roi dans le palais ici. Donc ici, à l'époque, il n'y avait pas de moulin. Il n'y avait pas de moulin. C'était sur cette pierre-là qu'on écrasait le maïs comme le mil afin d'obtenir la farine de maïs pour préparer la pâte au roi. Nous avons ici une chambre noire qui est également une chambre de suicide des rois. Seuls les rois y entrent pour se donner la mort en cas de défaite. Porto Novo se distingue par l'humour et l'esprit inventif de ses populations, très douées dans la débrouillardise, même la plus insolite. Le théâtre populaire, comique par exemple, demeure au Bénin une spécialité incontestable de la ville citée. Baba Yabo Mr. Okeke est conçu des marchands, des artisans, des commerçants qui sont non et plus ou moins lettrés. Et toutes nos pièces étaient en langue goun yoruba. Attention ma fille, maman doit que tu s'occupes n'a pas de l'or. Papa. Et que c'est le travail qui fait le bonheur et la grandeur de l'homme. Dis-le à maman dit. Les gars m'ont dit que ma bonne bébé. Tout, ta. Et ma jani. Papa me jali. Ah, yo. Mana mi ho mama. E ma ba ho ton. Allez, papa, pardon. Le jardin botanique de Porto Novo était un jardin sacré des Mito Migan, du Mito Migan. Le Mito Migan était un ministre du roi, de roi Tofa. Donc c'était le jardin sacré de la famille Migan, où il résidait avant. Et quand le gouverneur français est arrivé, on a dû réquisitionner ce jardin pour en faire un jardin botanique et on a expulsé le Migan à quelques centaines de mètres d'ici. Aujourd'hui encore, les Migans reviennent toujours chaque année faire la cérémonie annuelle parce que les cultes sont restés toujours dans ce jardin botanique. Alors, on se demanderait pourquoi il y a ces sculptures dans ce jardin botanique. C'est justement pour faire un parcours sacré où j'ai sculpté les 16 symboles du Fa en grandeur nature. Intronisé par Sa Majesté Dekpoto Zoumenkhakon III, roi de Porto Novo, en 2001. Je joue le rôle du ministre du culte. C'est moi qui gère tous les vaudous. Je suis également chef de la collectivité de Sangui Blagou. Et c'est moi qui gère la collectivité. Si la collectivité a des problèmes, je me suis entouré encore avec des sages. S'il y a des problèmes dans la collectivité, quels que soient les problèmes de mariage, de décès, tout, on vient vers moi.
Bien, ce fétiche, c'est la puissance de la collectivité. C'est ma puissance, ça. C'est ce fétiche-là, ça nous garde, la collectivité. Ça protège la collectivité. Hein, c'est la puissance. La beaucoup comme ça. Au temps de nos ancêtres, on lui donne les hommes. Et si nous avons l'intronisation, c'est ce tam-tam qu'on tape. Si quelqu'un pense à faire du mal à ce ministre le jour-là, celui-là, il risque d'avoir beaucoup de choses. La ville de Porto-Novo est une ville précoloniale qui dispose d'un patrimoine culturel extrêmement varié et diversifié. Au niveau de ce patrimoine lignagé, nous avons beaucoup de rites, des rites tels que la pratique de certaines cérémonies. Et les descendants de cette concession, qu'ils soient à l'intérieur de cette concession ou à l'extérieur, ils ont un lien ombilical avec la maison mère. Si bien que périodiquement, ils doivent venir dans la concession pour un certain nombre de cérémonies familiales. Quand nous prenons la ville de Porto-Novo, les écoles confessionnelles mises en place par les missionnaires protestants et catholiques, les écoles laïques mises en place par l'administration coloniale française, et surtout l'école primaire et supérieure Victor Ballot, qui va se transformer progressivement en collège classique moderne Victor Ballot, lycée Victor Ballot et en 61 en lycée Béanzin. Donc l'ensemble de ces institutions va permettre à la ville de jouer un rôle extrêmement important dans la formation donc, de l'élite dahomienne ou béninoise. Le phénomène, désormais étendu à la sous-région, des taxis-motos aux émigrants est parti de Porto-Novo. Il est le résultat de l'évolution du transport à vélo, qui est l'ancêtre des scooters à 3 roues spécialisés dans le trafic de carburant en provenance du Nigeria voisin. L'esprit inventif à Porto-Novo, c'est aussi le recyclage des sachets plastiques pour fabriquer des objets usuels et même des vêtements. Qui dit mieux est une ONG féminine qui est née depuis 1980 et qui avait pour objectif d'améliorer la condition de vie de la femme et de l'enfant et vers eux de l'homme grand H. Et à partir de 1994, nous avons été interpellés par la prolifération des sachets dans la nature et en voulant assainir notre milieu, nous nous sommes rendus compte qu'on pourrait les recycler et puis en faire des objets utilitaires et des objets d'art. Nous avons eu déjà à parcourir plusieurs pays où nous avons eu à former des femmes au Congo, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, etc., etc. Pourquoi Sangaï se trouve à Porto-Novo aujourd'hui? C'est pas hasard.
Parce qu'il y a 20 ans, quand je cherchais où m'implanter, il y avait donc le ministre Biaou, qui était le ministre de l'Agriculture, qui a vu que je travaillais sur le sable du Cotonou, qui m'a donc proposé deux endroits, Sékou et Porto-Novo. Mais comme Porto-Novo était la capitale avec une histoire, et que Songhai voulait reprendre, Songhai c'est une société qui cherche à exprimer, qui cherche à parler de l'origine. Donc je pensais que Porto-Novo était plus approprié pour implanter Songhai. Songhai est simplement un espace où les Africains qui sont gênés, qui ne sont pas contents de ce qui se passe, décident de se donner les capacités de renverser la vapeur, de créer une autre Afrique, une Afrique de fierté, une Afrique qui peut correspondre à la dignité de l'homme. Et ce n'est pas du ciel, et on concrétise ça par le développement de ce système de production qui est d'abord 3 niveaux, production première et secondaire et tertiaire. En anglais, on appelle ça total productivity, c'est-à-dire vraiment intégré pour qu'il y ait une synergie dans nos actions. Sur le plan religieux, la fondation en 1947 de l'Église du christianisme céleste fait de Porto-Novo la capitale mondiale de ce culte syncrétique, désormais présent sur tous les continents. La célébration de la fête catholique de l'Épiphanie revêt un cachet populaire particulier dans la cité Arc-en-Ciel. La coexistence pacifique dans la ville s'exprime entre autres dans la tolérance religieuse. Porto-Novo travaille actuellement à la restauration de ces anciens sites administratifs et religieux disséminés à travers la ville. La réhabilitation s'inscrit dans le retour
pour l'installation progressive dans la cité des grandes institutions de la République, comme la cellule de moralisation de la vie publique et la Cour suprême. C'est ainsi que la cité aux trois noms, Adjatché, Hogbonu ou Porto Novo, lutte aujourd'hui pour l'entière reconnaissance de son statut de capitale. On les appelle Egungun. Ce sont des masques sacrés d'origine Yoruba. Venus du Nigeria, ils auraient été introduits au Bénin vers le milieu du XVIIIe siècle. Le culte des Egungun est un culte mort. Ici comme ailleurs, les femmes ne sont pas admises à cause, entre autres raisons, de leur indiscrétion légendaire. En dehors de la Yalaché qui préside aux cérémonies de libation, toutes les autres n'ont qu'un rôle, assurer l'animation. Une précision tout de même, la Yalaché est forcément ménopausée et est choisie en fonction de sa sagesse. Par définition, un Egungun est un squelette, le squelette d'un parent décédé. À ce titre, il est à la fois adoré, aimé, respecté, mais aussi très craint. On ne le touche pas et surtout on ne le brave pas. Gare à l'imprudent ou à l'audacieux, les conséquences peuvent lui être fatales.
Masque d'origine yoruba, le Egungun ne parle que le yoruba. Sa sortie de son cadre familial impose tout un rituel. Cette litanie qu'il récite par exemple est obligatoire. C'est souvent une prière, une invocation, voire des incantations qu'il prononce avant de sortir de chez lui ou de rentrer dans une autre concession. Une fois dehors, le masque est flanqué d'un guide muni d'un bâton. Ce bâton est plus qu'un feu rouge. Le masque ne doit jamais le franchir. Comme vous allez le constater, chaque Egungun a son tempérament propre. Certains sont bouillants, voire nerveux, d'autres calmes. Ce sont là les tempéraments des différentes personnes qu'ils incarnent. Ce rituel est obligatoire. Il traduit la fraîcheur et exprime un souhait de bienvenue. Le rituel est exécuté à l'endroit des étrangers. Ce masque en est un. Conduisant un groupe d'Egungun, il vient ici pour permettre la sortie de 2 autres masques. Ainsi le veut la tradition. Ici, l'arrêt est obligatoire. Les masques doivent révérence à cette divinité qu'est le Aïzan. C'est le Tolegba, le dieu protecteur de la ville de Ouida. Comme cet Egungun qui représente un enfant décédé, celui qui suit représente une femme. Oh, yeah,
Les accoutrements des Egungun sont de véritables trésors. Ils sont confectionnés avec art, pas par n'importe qui, et à partir de tissus rares. Ils peuvent coûter entre 300 et 500 000 francs CFA, soit 5 000 francs français. Si hier encore Egungun était un culte exclusivement Yoruba, aujourd'hui il passe au Bénin comme la chose la mieux partagée. Rares sont les contrefonds qui ne le célèbrent pas encore. En un mot, tout le sud du Bénin a été conquis par ce culte venu d'Ile-Ife au Nigeria. Seul le nord résiste à cette séduction.